during your life the word UNESCO, you meet also the word of patrimony, heritage, world heritage. If you continue to study more about UNESCO, you discover that among priorities there are also science and education. If you continue to study about UNESCO, you discover that they have 17 development goals, sustainable development goals. And you began as a Rotarian to wonder which are the links among UNESCO and Rotary. Having 17 development goals, and we have only, let's say, 6 in the areas of focus, the first impression is that we are in minority. It's not at all like this. Because even in these 6 areas of focus, the last one at least is containing many, many other goals. Economic and sustainable and community development is including a lot of goals. And not only that is the reason that we are not in minority. The clubs can approach their own goals, not only these ones of the foundation, because the areas of focus are used especially for financing Rotary programs by the Rotary International Foundation. So, let's continue our investigation by making a comparison among educational problems. We discover, if we make a survey by our own, that the clubs are using their money especially for educational programs and projects. So from this point of view, water and sanitation is on the second place, and we continue, of course, according to the regions. Speaking about today panelists, the first presentation will be in the field of disease prevention and treatment. It's of course one of the lovely goals, lovely areas of focus. We focus with Polio Plus, being the only organization in the world dealing with the eradication of a disease. The second approach is in another field very near of our intentions, not only in the present but also in the future. Unemployment. Unemployment for young people. What does it mean, unemployment for us, the Rotarians? That we have to focus in partnerships, if we don't have any other solution, to orient, first of all, the Peace Fellows to get a job, to help them have a job. How? There are a lot of, thank you. There are a lot of opportunities developed even by the European Union by the active employment measures. We have to ask partnerships in order to find a job, at least for Peace Fellows. I have a question, always a question for the graduated ones. Are you a Rotarian or not? And the major part of them are answering, no, we are not. So let's do something in this respect as well. I invite the first panelist, my friend Jacques de Constanzo, to speak about diseases. Jacques de Constanzo is a past director of Rotary International, 2012-2014. He was also the president of the ICCs in the world, and also the president of the Rotary Leadership Institute, Europe section. And Jacques, I don't know if you remember, you were my first trainer at GETS at the Institute in 2009 in Paris. Thank you very much once again. Please take the floor.
Merci beaucoup. Merci Corinne, pour raison de notre vieille amitié. Merci au Serge Mitterrand et tous les organisateurs de prendre la parole aujourd'hui devant vous. Je vais parler en français, si vous voulez bien. Donc le sujet est le suivant: comment le Rotary pourrait-il contribuer à des programmes d'éradication de certaines pathologies, de certaines maladies dans le monde, avec les moyens dont il dispose actuellement, qui sont des moyens mondiaux bien naturellement. Et ce qui est important actuellement, c'est cette lutte dans le monde contre les épidémies de sida, de tuberculose, de paludisme, et enfin, comment assurer l'accès aux soins pour tous. Voilà, tout d'abord, on va évoquer ce qu'est le sida. Chacun d'entre nous sait ce qu'est le sida à l'heure actuelle, puisque ça fait de nombreuses années que cette maladie virale va sévir dans le monde. Et bien, comme vous le voyez, le sida, il y a une transmission qui est une transmission à la fois par le sexe, par le sang contaminé et au cours de la grossesse. Mais le sida, en 2015-2016, avait fait de nombreuses victimes. 36,7 millions de personnes vivaient avec le sida, le virus du sida qui est le VIH. En 2015, 17 millions de personnes vivaient avec le VIH avec accès seulement à la thérapie antirétrovirale en 2015. 2 millions de nouvelles infections à VIH en 2014. 30 millions de nouvelles infections à VIH évitées ces 15 dernières années grâce à la riposte mondiale. 1 million de personnes sont décédées de cette maladie en 2015. 8 millions sont liés au sida. Et 8 millions de morts ont été évités en ces 15 dernières années grâce à des efforts mondiaux. Et enfin, il y a 58% de diminution des nouvelles infections par le VIH parmi les enfants depuis 2000. Donc, le sida, comme vous le voyez, est une infection qui est encore extrêmement répandue dans le monde, malgré tous les efforts qui ont été faits. Vous voyez que les épidémies de sida et les contaminations prédominent en Afrique du Sud, également dans le sud-est asiatique et en Indonésie, un peu moins en Europe de l'Est, mais encore de manière assez fréquente en Amérique du Nord et dans le Canada, et aussi en Amérique du Sud. Donc c'est une maladie qui est encore très prégnante dans le monde, qui est encore très fréquente et contre laquelle les médicaments nouveaux sont de nouveau très efficaces. Il y a actuellement une lutte contre ces maladies-là qui est polymédicamenteuse et qui permet non pas de guérir, mais de stabiliser cette maladie. Regardez quelles étaient les statistiques dans le monde entre 2000 et 2015. Vous voyez que c'est en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, qu'on notait le maximum de morts dues au sida, avec aussi un nombre considérable de morts en Asie du Sud-Est et en Indonésie, en Amérique du Sud, mais également en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, un peu plus en Europe de l'Est également. Donc, voilà pour le sida, qui est encore une épidémie en cours dans le monde, et qui est une pan-épidémie contre laquelle nous devons lutter et nous protéger. La tuberculose. Deuxième chose, vous me direz que la tuberculose, c'est quelque chose qu'on ne craint plus. Quand j'étais interne des hôpitaux il y a quelques années, je voyais encore des malades mourir de la tuberculose, on n'en voit plus fort heureusement, mais sachez qu'il existe encore de nombreux cas de tuberculose dans le monde, et les données épidémiologiques montrent que cette maladie contagieuse qui se contamine par les poumons, par la respiration, eh bien, fait encore 3 millions de victimes dans le monde, et c'est la première cause de mortalité par maladie infectieuse. Elle existe surtout, cette maladie, dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique du Sud, avec 1,7 milliard d'individus infectés, soit un tiers de la population mondiale, et de nouveaux cas, donc une incidence de 8 à 10 millions par an, ce qui n'est pas négligeable. Évidemment, nous en France et en Europe, nous sommes relativement protégés parce que nous avons été vaccinés par le BCG, Protection Enfants, parce qu'il y a des mesures de prévention que nous connaissons, mais néanmoins, regardez qu'il y a 11,4 cas pour 100 000 habitants en France, et que dans la région parisienne, en raison des mouvements de population, et bien de la nationalité étrangère, et bien on a une population à risque qui est totalement contaminée, et donc qui peut contaminer. Vous voyez que la tuberculose dans le monde, eh bien c'est quelque chose qui est encore éminemment actif. On l'observe en rouge foncé, comme vous le voyez, en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Indonésie, en Inde, au Pakistan,
un peu moins en Europe de l'Est, et en Chine et en Europe, assez peu, bien entendu. Alors, il faut savoir que SIDA, c'est-à-dire VIH et tuberculose, cohabitent très souvent. En effet, le SIDA induit une diminution des défenses immunitaires, et là, donc la tuberculose peut se greffer chez un patient sidéen, et c'est la principale cause de décès chez les personnes porteuses du sida qui sont maltraitées ou qui sont résistantes au traitement. Un tiers des décès sont dus au sida. En 2015, 10,4 millions de cas de tuberculose à l'échelle mondiale, dont 1,2 million chez les personnes vivant avec le VIH. Le décès lié à la tuberculose est donc quelque chose de très important également en 2015, en 2017 et en 2018. Et 60% des cas de tuberculose existent chez les personnes vivant avec le VIH n'ont pas été diagnostiqués ou traités. 390 000 décès liés à la tuberculose chez les malades sidéens. Donc c'est quelque chose d'encore important qu'on méconnaît totalement, et pourtant ces chiffres sont là et devraient nous faire non seulement prévenir, mais traiter, ou tout au moins donner une information. Je crois que le Rotary, par ses réseaux mondiaux, peut contribuer également, non seulement pour le sida, mais pour la tuberculose encore, contribuer à prévenir, à éradiquer cette maladie. Alors le paludisme, c'est quelque chose qu'en Europe on connaît mal, qui a disparu en Europe. C'est déjà des moustiques, comme vous le savez, des anophèles qui vont inoculer un plasmodium, et quand c'est le plasmodium falciparum, eh bien cette maladie devient mortelle. Alors on a peu de cas en Europe, notamment en Europe de l'Ouest, mais comme vous le voyez, il y a encore 3,2 milliards d'individus, de personnes qui sont exposés, 214 millions de cas en 2015, 438 000 personnes qui sont mortes en 2015 du paludisme, chiffre que nous ignorons totalement en Europe, on est à côté de la plaque. 66% des victimes sont des enfants et 91% de ces morts sont en Afrique subsaharienne. Et vous voyez sur cette carte, en rouge foncé, les zones de contamination par le paludisme, par ce moustique, cet anophèle. Eh bien, c'est l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Sud, et comme toujours, l'Inde, le Pakistan et l'Indonésie. Voilà ici les stades d'éradication dans ces pays, c'est-à-dire les efforts que tous les réseaux sanitaires ont fait dans ces pays. Évidemment, ça correspond aux zones d'infection par l'anophèle, par ce moustique, Afrique subsaharienne, Amérique du Sud, Chine, Indonésie et Pakistan et l'Inde sont également des zones où l'activité est très forte contre le paludisme. Alors, contre ces trois maladies que l'on ignore pratiquement en Europe maintenant, mais qui font de nombreux morts dans le monde, eh bien, il y a des organisations qui se proposent non seulement de former des gens, de prévenir et de traiter. Vous avez vu, ça faisait un nombre de morts assez important, et nous, en Europe, qui sommes des bien portants, des bien nourris, des nantis, on ne peut pas ignorer qu'il existe dans le monde, et surtout au Rotary, qu'il existe dans le monde des gens qui meurent encore de ces maladies, dont nous mourions il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Mais il y a encore des pays déshérités où ça se passe. Alors il y a une organisation qui s'appelle le Fonds mondial. Le Fonds mondial est un fonds international qui propose un appui, une assistance financière et au programme d'éradication de ces maladies dans les pays où ces maladies sévissent. Au total, il y a 18 programmes de lutte contre les maladies dans 14 pays qui formuleront des demandes de subventions à titre de financement de transition pendant la période d'allocation jusqu'en 2019. Donc vous voyez que le Fonds mondial peut aider les pays à investir et à traiter ces maladies. À ce jour, les pays ont engagé 6 milliards de dollars US supplémentaires dans leur programme de santé pour la période 2015-2017. Vous voyez que ce n'est pas négligé, et regardez les résultats obtenus en 2017 dans un rapport de ONU-SIDA par le Fonds mondial, avec l'investissement qui a été fait pour ces trois maladies dont je vous parlais, 22 millions de vies sauvées grâce au partenariat avec le Fonds national dans les pays endémiques, 11 millions de personnes sous traitement antirétroviral contre le VIH, 17,4 millions de personnes traitées contre la tuberculose, 795 millions de moustiquaires distribués par les programmes de lutte contre le paludisme. Donc quelque chose qui est très important, et donc le résultat est là, un tiers de décès en moins dus au sida, à la tuberculose et au paludisme dans le pays où le Fonds mondial a investi. Actuellement, ce Fonds mondial met en œuvre une initiative ambitieuse pour collecter 500 millions de dollars US supplémentaires
avant la prochaine conférence de reconstitution des ressources en 2019. Alors évidemment, ce programme de lutte contre ces maladies que nous ignorons un petit peu en Europe, malheureusement, entre dans le cadre des 6 domaines d'action de la Fondation, notamment en ce qui concerne le domaine de la santé et de la lutte contre les maladies. Et je crois que nous pouvons incorporer un programme d'aide efficace à ces planifications de traitement grâce à la Fondation Rotary dans le programme du Front National. Du Front international, donc mondial, je dirais. Et donc, l'accès aux soins maintenant. Donc, l'accès aux soins, peut-être on est intoxiqué quand même par la télévision, vous remarquez. L'accès aux soins peut être défini. L'accès aux soins maintenant, eh bien l'accès aux soins n'est pas égal dans le monde. Tout le monde n'a pas le même accès aux soins, malheureusement, et les plus déshérités n'ont pas le même accès que les plus riches dans le monde. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'accès aux soins, c'est la présence ou l'absence de barrières économiques, physiques, culturelles ou géographiques qui vont empêcher les gens d'accéder aux soins comme nous pouvons le faire. Alors, vous voyez les performances de santé dans le monde. Eh bien, dans le monde, on a instauré un indice de performance à propos de 33 indicateurs de santé qui nous ont permis de savoir quels étaient les pays les plus performants dans la santé dans le monde. Vous voyez que les plus performants en vert sont l'Amérique du Nord, le Canada, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, et les pays les moins performants sont l'Europe de l'Est, le Pakistan et l'Inde, et puis l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud, malheureusement là où il y a des grandes épidémies. Vous voyez que les systèmes de santé dans le monde sont calqués sur toutes ces assistances que l'on peut créer dans ces pays d'endémie. Vous voyez que les pays les mieux lotis sont l'Amérique du Nord, le Canada, comme d'habitude, l'Europe de l'Ouest, et tous les autres pays, dont l'Asie, dont l'Afrique du Sud, sont beaucoup moins organisés en système de santé. Alors regardez cette diapo qui est extrêmement intéressante et qui nous montre que si rien n'est fait dans le monde pour lutter contre l'inégalité dès aujourd'hui en 2030, 167 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté, 69 millions d'enfants de moins de 5 ans décéderont entre 2016 et 2030, 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne seront pas scolarisés. Et je crois qu'on ne peut pas rester, nous, au Rotary, indifférents à ces chiffres, parce que le Rotary, évidemment, est quelque chose de planétaire et dont il doit couvrir ses besoins et assister ces gens qui sont en péril de vie. D'ailleurs, regardez quelle est l'espérance de vie, quelle était l'espérance de vie en 2000, elle est un petit peu modifiée maintenant en 2018 sur la planète. Vous voyez que la meilleure espérance de vie, là où il y a le meilleur système de santé, c'est l'Amérique du Nord et le Canada, puis l'Europe de l'Ouest et à un moindre degré l'Europe de l'Est. L'Afrique du Nord est bien dotée en espérance de vie, mais vous voyez, et l'Australie, mais vous voyez que comme d'habitude, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Sud sont là, les pays où il y a l'espérance de vie la plus faible. Alors, on a défini une espèce de balance égalitaire, de conception égalitaire de la santé dans le monde. D'une part, il y a à gauche ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont en mauvaise santé, pardon, et qu'on doit aider non pas en fonction de ce qu'ils possèdent, mais de la pathologie qu'ils ont. Et de l'autre côté, vous avez les gens bien portants, les gens qui sont sains, les gens qui travaillent, les gens qui ont de l'argent et qui doivent financer le traitement de ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent. C'est ce qu'on appelle la conception égalitaire dans les programmes de santé. En conclusion, eh bien dans le monde actuellement, il y a 22 ONG partenaires depuis 2010 qui ont mis en œuvre 47 projets à travers le monde. On doit retenir l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé est le fameux Fonds mondial de 2018. La Fondation rotarienne, elle, vous savez qu'elle a éradiqué la polio pratiquement maintenant, mais elle a des programmes aussi de lutte contre le sida, de généralisation des vaccins, de lutte contre la dénutrition, les maladies neurodégénératives et la sclérose en plaques. Et les maladies neurodégénératives, vous savez, sont des maladies qui sont actuellement très répandues dans le monde et qui vont faire à terme beaucoup d'invalides.
Et il y a la Bill Gates Foundation aussi, qui a donné 5 milliards de dollars US pour de nouveaux vaccins. Et enfin, ce fameux Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui existe déjà, qui est à but non lucratif, et je crois que le Rotary pourrait participer à l'activité de ce fonds mondial, dans la mesure du possible, de par ses réseaux mondiaux et de par la bonne volonté, car n'oubliez pas que notre devise est de servir d'abord et de servir partout dans le monde où il y a de la misère humaine. Merci. Thank you, Jack. Let's continue our travel in UNESCO by reaching the main theme we have today, life and dignity. What does it mean, life and dignity, for somebody who lives in poverty? To be live not in poverty anymore. A life and dignity for somebody who has nothing to eat is to have something to eat. A life and dignity for somebody having no right or no possibility to educate himself means to have the possibility to educate himself, and so on. The life and dignity for a decent person like us, living in good conditions, means also to have a job. To have a job means also to have the society preoccupied of a good education, oriented toward the labor market, to have employment measures when the situation is wrong, or to have sustainment when it's necessary, financial sustainment. That's why I think the best way to hear about the problems of the youth regarding the labor market, the job, is to invite the second speaker, Miranda Verley, to tell us some notions about this present problem. Miranda is a senior economist in the social policy division of the OECD. He is preoccupied and working in the field of employment for young people. Miranda, you have the floor. Thank you very much for inviting me to speak here at your conference. Good afternoon, everybody. So I'm very happy to give you a presentation today about a very important topic on boosting youth employment in OECD countries. Now, why is it such an important topic? If I get these words. So youth were hit disproportionately hard by the economic and financial crisis. In this chart, I show you the evolution of employment rates in the OECD on average for 3 age groups. The young people are indicated by the red line. The older workers, aged 55 to 64, indicated by the blue line. And then also the prime age workers, indicated by the black dotted line. Now, to show you clearly the impact of the economic and financial crisis, I took 2007, so the moment before the economic crisis, I took that as a reference point. And the red line shows you very clearly that for out of these 100 young people that had a job in 2007, there were only 90 left in 2010. So in other words, 1 in 10 jobs for youth disappeared during the crisis. The blue line tells you that the impact for older workers, that there was no decline in employment during or after the crisis for older workers. The effect on the prime age workers, which is a category 25 to 54, was only minimal compared to the impact on young workers. Now, the main reason why youth suffered so much during the crisis is that they're more likely to hold temporary and ethical contracts that are very easy and quickly to end. And in addition, in times of weak labor demand, young people who very often have no or very little experience
they struggle to find a job. And so in the past few years, there was a stronger economic growth. But even so, the recovery in employment for young people lags behind. The unemployment rate for young people in the OECD in 2017 is still below the pre-crisis level of 2007. In contrast, if you look at the employment of older workers, we see an enormous increase in employment in recent years. And for prime-age workers, it was only 10 years after the crisis in 2016 that the employment rate finally reached the pre-crisis levels. Now, youth unemployment rates have been very slow to recover from the financial crisis. If you look at the cross-country, so if you look at differences across countries, we see that the unemployment rate rose in most countries, in nearly all OECD countries. So it was not just for one specific country, but it was really a global trend. The most catastrophic job losses occurred in countries that were worst hit by the crisis, such as Greece and Spain, and also Ireland, which is not shown in this chart. In 2013, more than half of all young people in Greece and Spain were unemployed. And it was mainly the poorly educated young people that suffered the most. And unfortunately, these are also the young that are at the highest risk of long-term effects. In France, if we look at the red line, the impact of the crisis was not as bad as in Greece or in Spain. But even so, even today, more than 1 in 5 young people are unemployed in France. Germany is one of the few countries where the crisis did not have a negative impact on the unemployment rate. Indeed, youth unemployment has been steadily declining over the past decade, and today is one of the lowest in the OECD area. Now, the disparities in youth employment and unemployment rates across countries are partially linked to a structural factor, and that is the traditional opportunities for young people to combine education and work. Because we see that in countries with good labor market outcomes, it's very normal for students to work while they're studying. Because indeed, it has shown to lower the risk of early school leaving. It is also an important way to foster important life skills, such as consciousness and motivation, and it can also steer students towards a career path. In the OECD, on average, only 12% of young people aged 15 to 29 combine work and studies, as you can see by the light blue piece of the cake. In contrast, in countries such as Denmark and the Netherlands, nearly 1 in 3 young people work while they're studying. Now, another important point that we can see from this chart is the high share of young people who are not in employment, education, or training, the so-called NEETs, as indicated by the orange piece of the cake. These young people, 15% of all youth in the OECD on average, they're cut off from improving their skills, and they're at a high risk of becoming long-term unemployed and marginalized from the labor market. Now, who are those NEETs? Low educational attainment is an important factor. 1/3 of all NEETs have not completed high school. Childcare responsibilities. Women are 4 times more likely to be NEET if they have small children. Ill health. The incidence of poor health is 5 times higher for NEETs, and it's often mental health problems. And then also intergenerational disadvantage. NEETs parents, they're twice more likely to have low educational attainment or to be workless. And that again shows you why it's so important to invest in youth and to make sure that they all reach a good education level and a good job, because otherwise the impact on their children will be high as well.
And so these different characteristics are very important, because needs often suffer multiple disadvantages, not just one of those, but multiple. And so if we want to address this challenge, we need a comprehensive set of policies, not just in the labor market, but also social services, health services. They all should collaborate together, and not to forget the education in the training system, of course. Now, the global financial crisis and then the more recent trends of digitalization and the changing trends in the labor market, they have reinforced the message that more must be done to provide youth with appropriate skills and help them to get a better start in the labor market. Sharp increases in youth unemployment and underemployment have built upon long-standing structural obstacles. So OECD ministers, they have agreed to take a comprehensive range of measures to help youth get off to a better start in the labor market, as set out in the Youth Action Plan, the OECD Youth Action Plan. And so we are working together with OECD countries to find out where are their weaknesses, what policies should improve, what areas, and what can they learn from other countries, because that's also very important, because many countries have very good initiatives, and so it's important that countries learn from each other. Now, so depending on the country, the situation can be worse or better in the different areas. But we see that too often, too many people leave the education system without an adequate level of foundation skills. And so these young people who have dropped out from school, they need a second chance. And we see that vocational education and training, they could play a much stronger role in providing technical but also general skills. And it is also important to improve the quality of vocational training, because the labor market needs technical skills. As I mentioned already before, exposure to the world of work while you're studying is beneficial for all young people, not only those in vocational training, not in vocational education, but also for university students. But at the same time, our young people, they need the good information, good quality information to make these choices about their education and career paths. They can't do it alone, they need support. And they need the services. These services also need a very good understanding of what employers need, what skills are needed in the labor market, not just today, but also in the near future, so that the children and the youth can make good choices about their education. Countries need very good labor market policies to help unemployed and disadvantaged youth, and so these need to be strengthened. Most often young people do not receive any support from employment services. They're left on their own, and it's important that we get them the right support. Another topic is the employment protection. In many countries, there's still a very important strict protection for permanent workers, but young people who don't have a job and they want to enter the market, the labor market, they have enormous difficulties and often only get temporary contracts. It is important that we offer our youth a future where they can have good labor market outcomes. In many countries, often developing countries, the labor costs are too high, and they price the low skilled out of the labor markets. And again, mainly in developing countries, we need better incentives to encourage formal employment of youth. So I would like to thank you for your attention. The OECD has done a lot of work on youth over the past years. At the moment, we have been working on country reviews, investing in youth, mainly disadvantaged youth. And so we have, I've listed there a number of studies in case you're interested. And so I would like to thank you for your attention. Thank you very much, Miranda. Finally, the conclusions of our panel are the following ones. We wanted to give two messages. One, in the field of health, that we are preoccupied for those
leading a life with dignity from the health point of view, and the second, that we care about the young people and for their future.